Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 9 janvier à la une de l'actualité. Les préparatifs pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie fait le point en direct du ministère de la Santé. Nous l'écouterons dans quelques instants. Amine, un jeune homme de 24 ans qui souffre d'éléphantiasis, une infection paralysante depuis sa naissance. Une collecte a été organisée pour permettre sa prise en charge à l'étranger. Reportage dans cette édition. Et nous vous raconterons plutôt dans ce journal la wilaya de Msila à travers ses spécialités culinaires. Deux en particulier ont fait renommé les idées de la charchoufra. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, Covid-19 en prévision de la campagne de vaccination qui débutera le mois de janvier au cours. Le docteur Djemal Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie, anime une conférence de presse au siège du ministère de la Santé. Les préparatifs, le lancement de l'opération, mais surtout la sensibilisation de l'opinion publique sur l'importance de la vaccination au cœur de cette conférence. Demain, une visioconférence sera organisée avec les 48 wilayas pour les derniers préparatifs concernant ce vaccin qui n'est pas obligatoire. Il sera question d'aborder entre autres le respect de la chaîne de froid et le stockage. Puis le docteur pourra en savoir plus. Nous retrouvons en direct notre journaliste Badia Marni. Bonjour Badia. Bonsoir Sabrina. La campagne de vaccination anti-Covid qui touchera les 48 wilayas nécessitera une enveloppe financière de 15 milliards de dinars, un montant dans un premier temps qui sera appelé donc à atteindre les 200 milliards de dinars. Le lancement de cette campagne se fera au courant de ce mois de janvier. Tous les moyens sont mis en place et l'accent lors de la conférence de presse de ce matin ici au ministère de la Santé est sur le rôle important que doivent jouer les médias pour sensibiliser et informer les citoyens quant au déroulement de cette campagne qui touchera les 48 wilayas, comme je l'avais dit tout à l'heure. Merci Badia Amarni. Je rappelle que vous êtes en direct du ministère de la Santé où se trouve actuellement le docteur Djemal Fourar, justement, qui s'est voulu rassurant sur d'éventuels effets secondaires sur le vaccin contre le Covid-19. Je vous invite à l'écouter. هذه الحمله ماشي كما الحملات الاخرى راح حمله راح تكون يعني الوقت لازمنا وقت كبير باش نلقحوا كل الناس المعنيين بهذا التلقيح. المضاعفات ككل مضاعفات اللقاحات عندك تقدر عندك يعني في مكان يعني وجع في مكان اللقاح، حمى، صداع الراس، يعني هذول معروفه، هذه معروفه، ولكن لحد اليوم ما فيش مضاعفات خطيره حصلت فيما يخص هذا التلقيح عبر بعض البلدان. هذا يعني كل تجارب لحد الان ما تقدرش تقول لك شحال راح يفيد، شحال راح يقعد. كان اللي يقولوا راح يكون كيما اللقاح تاع الانفلونزا الموسميه، ربما راح كل عام الناس راح تلقح، وحتى الان يعني كل المعلومات التقنيه ما عطاتش يعني حالات يعني ونعرفوا شحال راح تدوم هذه. Voilà, c'était donc le docteur Djemal Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, qui anime une conférence de presse sur la vaccination contre le Covid-19. En attendant la vaccination, le nombre de cas reste stable. 275 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 213 guérisons et 6 décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. En reste de la santé, pour vous parler du cas d'Amine. Ce jeune de 24 ans souffre d'éléphantiasis, une infection parasite qui entraîne le gonflement extrême d'un membre ou d'une partie du corps. Peu connu, son traitement est impossible en Algérie, mais grâce à un élan de solidarité, Amine a bénéficié d'une prise en charge pour se soigner à l'étranger. Ala Ouf Hamouch a rencontré ce jeune et ses proches. Reportage. Amine souffre depuis sa naissance d'une maladie rare, l'éléphantiasis, un syndrome malformatif des vaisseaux, artères et veines lymphatiques. Complètement immobilisé depuis 24 années maintenant, sa vie est un véritable cauchemar. البدية اللي بديتها نورمال، قراية هذيك روح وارواح نورمال عادي. بعد بشوي طور المرضى تاعي. بعد وقتها كي لحقت اللاج هذايا 24 سنة
قاعد تفرقش. دوك انا راني خايف يروح باللي شغل الحق واني جاي وياه يمشي. وما كاش هذا اللي الانسان اللي كيكون خايف يروح باللي جاي هو وابنه يمشي، هذيك حاجه اخرى ما يعبرها، ما يماه تستنى فيه وين. Beaucoup d'émotions pour un père accablé par la douleur de son fils. Un cas humanitaire et unique en Algérie. La maladie lui a fait perdre toute autonomie. C'est des cas rares, une dizaine dans le monde. Et dans son cas, peut-être l'unique dans le monde. Parce qu'il a une malformation vasculaire qui habituellement, chez l'éléphantiasis, cette maladie s'appelle l'éléphantiasis, habituellement on l'appelle l'éléphantiasis. Mais dans son cas, il y a le réseau lymphatique qui donne l'éléphantiasis, mais il y a aussi le réseau vasculaire qui est malade. Le cas de Amin a suscité un formidable élan de solidarité. L'association Shifa s'est mobilisée pour collecter les fonds nécessaires à sa prise en charge dans un hôpital en Allemagne. Depuis, c'est l'espoir qui renaît chez Amin et sa famille. On s'est réunis et on a pris l'initiative de collecter les fonds. En Algérie, c'est l'association Shifa, aux États-Unis, c'est l'association MEF et l'association Sahal Bled. Avec un peu de temps, on a pu collecter 50 000 €, les frais de son soin. Quelques minutes avant son départ en Allemagne, les conditions adéquates n'étaient pas réunies et Amin ne prendra finalement pas l'avion. Le départ a été reprogrammé pour le 18 janvier 2021. Et on va parler d'un tout autre sujet, les zones d'ombre, améliorer les conditions de vie du citoyen là où se trouve et là où il se trouve, et quels que soient les défis de développement, une volonté des autorités rappelée par le chargé de mission auprès de la présidence de la République, chargé de ces régions. Brahim Merrad est en visite de travail de plusieurs jours à Adrar. Abdelmajid Benqassi. Nous demandons une égalité des chances pour accéder aux postes d'emploi dans les entreprises implantées dans notre région. C'est notre principale revendication. Nous souffrons de l'absence de réseau d'assainissement, d'électricité en particulier, durant l'été. Ce sont là quelques préoccupations soulevées par les habitants de la wilaya déléguée de Timimoun, au conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre en visite dans la région. Brahim Red a annoncé que plusieurs projets sont mis en œuvre pour promouvoir le développement local à Timimoun. Des projets ont été lancés pour le désenclavement de ces régions, liés notamment à l'approvisionnement en eau potable et en électricité, ainsi que le raccordement au réseau d'assainissement. Des démarches qui traduisent les engagements pris par le président de la République pour éliminer les disparités entre les différentes régions du pays. Des enveloppes financières importantes ont été consacrées pour concrétiser ces projets d'envergure et améliorer la vie des habitants de ces zones d'ombre. Nous allons poursuivre les efforts pour parachever les programmes de développement, tout comme nous allons veiller à une bonne exploitation des projets en vue d'atteindre l'essor économique espéré et le développement durable de ces zones d'ombre et d'inverser ainsi la tendance d'exode vers le monde rural. Un essor économique tant espéré qui permettra à tous les citoyens de jouir d'une vie décente. Un travail signé Amel Bouarba, Agriculture. Les professionnels de Tipaza peuvent compter sur les plans de la pépinière Kounouz. Celle-ci table sur une production de 10 millions d'unités, une hausse de plus de 120% prévue cette année. Mais ce n'est pas sans difficulté, nous dit Badia Amardi. Produire différents plants de bonne qualité avec des quantités suffisantes et les mettre à la disposition des agriculteurs des zones montagneuses et des aires protégées, tel est l'objectif de cette pépinière Kounouz située dans la daïra de Damous. Nous produisons plus de 4 millions de plants annuellement. Notre objectif est d'atteindre les 10 millions de plants au courant de cette année 2021. Les semences sont importées. Nous souffrons beaucoup de l'insuffisance de l'eau, surtout que la pluviométrie l'année dernière était faible. Des efforts sont fournis pour produire des plants de légumes, des efforts qui méritent d'être encouragés et accompagnés.
La direction des services agricoles de la wilaya de Tipaza, en collaboration avec les différents services et techniciens de la subdivision agricole de Dammous, accompagne et sensibilise régulièrement les pépiniéristes chargés de la production des plants à Dammous. La production en abondance de différentes variétés de plants au niveau de cette pépinière encourage les agriculteurs de la région à diversifier leur production agricole et à augmenter son volume. Transition toute faite avec Yenayel qui marque le début du calendrier agraire. Beaucoup de manifestations et de célébrations sont déjà en cours ou programmées à travers le pays. Les festivités ont été lancées officiellement hier depuis la capitale des Aurès, Batna. Et un des vêtements emblématiques de la région, la melhfa, portée depuis des siècles par la femme chaoui, son origine est lointaine et remonte à l'Antiquité. Amel Bouharba nous relate l'histoire de cet habit traditionnel. Il y a comme une sorte de légèreté et d'élégance incomparable dans cette tenue vestimentaire, la melhfa ou le drapé. Un habit traditionnel qui distingue les femmes des Aurès, qu'elles portent en toutes circonstances depuis des siècles. L'origine de ce célèbre habit ancestral remonte à l'époque antique. La melhfa remonte à l'Antiquité. Jugurtha, Massinissa et Sifax portaient ce genre de vêtements. Emblème de la femme des Aurès, la melhfa chaoui, une robe flottante qui se compose d'une longue étoffe avec par-dessus une sorte de cape, maintenue sur les deux épaules par deux fibules en argent. سبعة يغلن هذيس ويرني في ملحف نزيك وثينيش ذايني تغروازيون هرزم متى تقرن ذاينيت المداور تقلنا المداور نغتابزيم. La melhfa chaoui est souvent de couleur sombre car le noir incarne à la fois la force, le pouvoir, l'élégance et le deuil. C'est pour cette raison que la femme chaoui adopte la melhfa sombre dans les périodes de fête et de deuil. La melhfa chaoui est confectionnée à partir de tissus de couleur noire. C'est une couleur qui illustre le deuil, la nuit. Cette robe serrée autour de la taille avec une ceinture est rehaussée par 3 galons de tresses rouges, vertes et jaunes qui symbolisent le sang et l'attachement des Amazirs à la libération de nos terres. Le vert, c'est la nature et l'espoir, et le jaune, c'est le Sahara. Indissociable de la région des Aurès, mais aussi du patrimoine national, la melhfa est riche en connotations culturelles et historiques. Remis au goût du jour, cet habit traditionnel est de plus en plus prisé, porté avec un brin de modernité, notamment lors des cérémonies de mariage. Et la deuxième édition de l'exposition consacrée aux produits artisanaux de Ouergla coïncide avec la célébration de Yenayel. Préserver l'artisanat traditionnel local, c'est l'objectif de l'association Al Maousouma, organisateur de l'événement. Amel Bouharba. L'artisanat, un vecteur de développement local pour la wilaya de Ouergla, l'une des régions qui se distingue par un savoir-faire artisanal ancestral, comme en témoigne cette exposition organisée au Qsr de Ouergla. Cette initiative a mis en avant des activités artisanales telles que le tissage et la couture traditionnelle. Cette exposition a regroupé plusieurs ateliers dont celui de la couture et le tissage traditionnel qui reflète la richesse de la région attachée à cet héritage millénaire. Voici le métier à tisser traditionnel et le tissu obtenu qui sert à confectionner le burnous et d'autres tenues pour les mariés. Cet événement vise à encourager le travail des artisans et notamment des femmes artisanes du Qsr de Ouergla. Nous allons accompagner ces femmes afin de leur permettre de bénéficier d'une carte d'artisane. Nous allons aussi les soutenir pour développer leur micro-entreprise et les aider à commercialiser leurs produits. De quoi valoriser leur Qsr de Ouergla et booster le tourisme local
ainsi que le développement économique. Cette exposition se veut ainsi une opportunité pour encourager la formation dans le domaine de l'artisanat pour la préparation de la relève et l'organisation d'un circuit de commercialisation des produits artisanaux. Le Nouvel An à Mazir est l'occasion de se réunir autour d'un plat traditionnel et justement, Msila en regorge. Deux en particulier en font la renommée, le zveti et la charchoura. Reportage de Abdelmajid Benrassi. Le zvete et la charchoura, deux mets traditionnels incontournables pour tout visiteur de la région de la Hodna. À commencer par Msila. C'est en fait un des deux premiers plats à demander si on veut réellement respecter les traditions culinaires locales. Parmi les mets traditionnels de Msila, qui sont très nombreux, il y a lieu de retenir les plus connus et demandés, qui sont la charchoura et le zvete. Et pour mieux connaître les secrets de ces délicieux plats locaux séculaires, Farida et Aïcha, deux sœurs, nous ont ouvert leur cuisine pour nous montrer les différentes étapes de la préparation. Et ce malgré un moment d'hésitation de leur neveu, Islam. Non, non, je ne veux rien montrer, c'est un secret professionnel. Pour le zveti, nous commençons par mettre de la coriandre séchée, de l'ail, rtsa, une herbe locale, puis la galette, avant d'ajouter le piment rouge séché également, de la tomate, du sel et puis de la coriandre fraîche. Le tout sera pilé dans un mortier en bois et puis servi. نزيدوها معاه ونزيدو نسقو بالماء ونقدموا للزبون تاعنا. الشخشوخه المسيليه. الشخشوخه المسيليه على ثلاث انواع. كاين نقولوا شخشوخه تاع La charchoura de Msila se prépare de différentes façons et ses ingrédients dépendent des moyens de chacun. Elle est servie avec de la viande, des pois chiches et des raisins secs pour certaines familles. وهذه الشخشوخ كل واحد والمقادير تاعو. Des plats et des spécialités réellement succulents. Ils sont généralement servis et accompagnés avec de la galette et du petit lait qu'on peut déguster avant, pendant ou après le plat commandé. Et à midi, beaucoup de passagers et voyageurs viennent pour goûter à ces spécialités locales. Ils en raffolent. À chaque fois que j'ai envie d'une charchoura, je viens ici, elle est succulente. À chacun de mes voyages, je commande la spécialité locale. À Msila, c'est la charchoura. À Constantine, ce sont les pois chiches. À Borj Barid, c'est le couscous. Et à Biskra, c'est la dobara. Nous aimons beaucoup les plats locaux, même les sportifs adorent. La spécialité de la Hodna finalement, la charchoura en premier lieu, mais aussi le zvete qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est les premiers mets et c'est les mets traditionnels de la région de Msila et tout le Hodna. On s'intéresse également ce matin à Boussahada. Cette belle oasis nous est racontée par une dame native de la ville. Revenue s'y installer depuis quelques années, Souad, écrivaine et enseignante à la retraite, nous parle du passé glorieux de la citadelle avec beaucoup de nostalgie. Reportage de Abdelmajid Benrassi. Boussahada ou la cité du bonheur, qui il y a quelques années était la destination préférée des Algériens, mais aussi de touristes étrangers en quête d'évasion. Cette oasis luxuriante aux multiples sources, jardins et moulins à eau a perdu de son lustre d'antan. Nous avons rencontré Souad, une dame native de Boussahada. Elle nous replonge dans l'ambiance du passé de cette belle citadelle du sud du pays. C'est une destination magnifique parce qu'elle se trouve à quelques heures d'Alger. Tout à fait. Vous traversez en partant d'Alger des paysages magnifiques de toutes sortes. Montagnes, la mer, les hauts plateaux. Et Boussahada, qu'on appelle la cité du bonheur, dans son écrin, entre Kerdada
Les monts de Kerdada. Les monts de Kerdada et comme Ajdin. Elle est vraiment comme ça au creux. Si nos ancêtres, il y a quelques siècles, sont venus s'installer ici, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait une certaine magie avec cette oued Kerdada. Vous avez vu, Ségué, elle est millénaire. Souad avait quitté l'oasis de son enfance pour d'autres cieux. Mais des années après, c'est le retour aux sources vers la terre de ses ancêtres. Elle nous raconte pourquoi elle est revenue. Au départ, c'était une très grande joie. J'avais envie de retrouver mes racines, mon histoire, mon milieu, mon enfance, mon école, etc. Mais beaucoup de tristesse aussi, parce que, comme toutes les autres villes d'Algérie, les anciennes villes... Elle est un petit peu abandonnée, surtout la citadelle. On vient de la visiter. Bien sûr. Mes ancêtres, ils sont nés là-bas, à Al-Argoub. J'ai même un site qui s'appelle « Sauvons le Ksar de Boussaada ». Moi, je suis venue ici il y a 5 ans avec la ferme intention de remotiver les Boussaadiens et les amis de Boussaada pour lui redonner son lustre d'antan, son histoire, sa magie. Il y avait jusqu'à 20 000 touristes. Son lustre d'antan, sa magie et son histoire racontée par Souad, cette fille de meunier revenue au pays depuis déjà quelques années. Boussaada, comme toutes les oasis, était un centre d'échange entre les nomades et les citadins oisiens. Donc les nomades venaient à Souk pour vendre leur blé et leurs moutons et leur laine. Et en échange, ils prenaient les produits de l'oasis, qui sont les tomates, les poivrons, l'huile, le sucre, toutes les choses qui leur servent. Un parfait équilibre socio-économique entre les deux groupes. L'histoire que je vous ai racontée concernant donc mon père, il était de père en fils, tenait pratiquement un certain nombre de moulins dans toute la région. De la nostalgie et de l'amertume dont le propos de Souad, qui n'a aucunement envie de voir son oasis emporté par le temps qui passe. Retour à Alger, Diar El Mahsoul est l'une des plus importantes réalisations de l'architecte Fernand Pouyan. Construite en 1954 sur les hauteurs de la capitale, la cité surplombe la baie d'Alger, offrant un panorama des plus beaux à une partie des habitants. Samira Hadjarbash. J'ai voulu que l'esprit monumental entre dans leur vie, dans la vie courante de tous les jours. Voilà ce que Fernand Pouyan, l'architecte devenu algérien par passion, a voulu offrir aux Algériens. En Alger, dans les années 50, son regard, son cœur et son esprit tombent amoureux des vallons qui surplombent la baie d'Alger. Et que voici la cité de la promesse tenue. De l'habitat social, oui, mais pas n'importe comment. Avec vue sur mer, place, échappée, sculpture d'art, du luxe à la méthode Pouyan. Pouyan est un compositeur de l'architecture. Le mot composition a une consonance un peu classique, mais lui, il le revendique. C'est quelqu'un qui prend tout, qui, comme tous les architectes, ils se nourrissent de tout. Mais lui, il veut garder le rapport à l'histoire. Et le rapport à l'histoire, c'est que la ville médiévale est faite de places, de placettes, de rues, de ruelles, d'escaliers urbains, de passages urbains, de portes urbaines. Et on retrouve tout ce langage dans son architecture et dans ses cités d'habitation. Du langage de la pierre à la céramique, en passant par la couleur du carreau de faïence, c'est tout le génie créatif qui s'est mis en branle pour Canfort le bijou. Il y a aussi ce rapport et ce mariage, on devrait dire, entre la céramique qui se traduit par à la fois des carreaux de faïence, à la fois des petits détails de claustras, à la fois des pavements. Donc il y a toute une diversité du langage de la terre cuite au niveau de l'architecture de la cité Diar El Mahsoul. Il a employé des artisans des années 50, mais post-indépendance, il y avait évidemment Boumehdi qui, dans cette cité, a refait tout ce qui est le minaret, donc de l'église transformée en mosquée. Et même la couleur de la faïence qui est sur le minaret, c'est un bleu disparant que Boumehdi a pris énormément de temps à trouver la couleur. Le génie de l'architecte de 2 millions de kilomètres carrés en Algérie ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a conçu un habitat tout équipé, avec respect du climat, s'il vous plaît. Pouyan s'arrangeait toujours avec la même enveloppe
pour essayer de rajouter un plus. Autrement dit, pour la Diar El Mahsoul, il y a le marché, la place du marché, il y a le téléphérique, il y a tout ce qui est locaux techniques, toute la chaudière est placée donc sous les arcades que vous avez derrière. Un dernier mot pour parler d'un bâtiment emblématique de la cité, c'est le bâtiment des architectes. Sur le plan masse que vous aurez de Diar El Mahsoul, vous pouvez repérer un bâtiment carré avec une cour et un balcon filant. C'était un bâtiment fait pour les architectes, pour permettre la convivialité dans la cour et pour permettre la balade sur tout le balcon qui en fait ceinture le bâtiment. Donc c'est un bâtiment assez intéressant à visiter. De l'équitation avec une ferme équestre à Halawa, ce centre a vu le jour il y a quelques années grâce à la mobilisation de passionnés de chevaux. Malgré les difficultés, les propriétaires ont pu monter leur école où novices ou apprentis cavaliers peuvent s'entraîner. Siham Knouch. Nous sommes à la ferme équestre de Halawa dans la proche banlieue d'Alger où se pratique le sport hippique de loisirs et de compétition. Ce club compte pas moins de 23 chevaux, 3 poneys et 80 adhérents. J'ai 15 ans. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 6 ans. J'ai l'habitude de participer à des concours. Je suis sélectionnée à l'équipe nationale. J'ai commencé l'équitation en 2013, j'avais 12 ans. Au début, j'étais dans un autre club et en 2007, je suis venu ici. C'est important de venir pour moi chaque semaine, 2 fois, 3 fois par semaine pour décompresser. Galop après galop, le loisir peut carrément se transformer en compétition et les cavaliers doivent s'entraîner davantage pour atteindre un haut niveau qui ouvre grandes les portes aux compétitions internationales. Nous sommes plus spécialisés dans tout ce qui est compétition saut d'obstacles. Mais nous avons aussi des personnes qui viennent pratiquer ce sport pour tout ce qui est loisirs, des personnes qui aiment le cheval. Notre club est un jeune club, mais malgré ça, nous avons fait nos preuves, surtout en concours. Les gosses viennent à peu près, qui confirment 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils débutent premièrement la longe. C'est un cours d'initiation. Après, ils passent à l'après-longe où le moniteur les lâche. Il commence à les lâcher tout seul. Ensuite, ils passent à la reprise, où après, ils vont entamer l'examen fédéral du premier degré, où ils ont le droit de sortir en concours après. Ce club qui évolue par ses propres moyens a de plus en plus d'adhérents, surtout mixtes et de tout âge, si bien que l'on peut classer ce sport de loisir premier devant la danse, d'autant que les centres hippiques se développent de façon exponentielle. Voilà un reportage signé Naïma Loualish. Sport, football, tirage au sort hier pour les compétitions africaines en Ligue des champions d'Afrique. Les représentants algériens ont hérité de 2 groupes difficiles. Le CR Belouizdad jouera la phase de poule en compagnie du TP Mazembe de la RDC, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et le club soudanais d'Al Hilal. Le Mouloudia d'Alger, lui, se retrouve avec l'Espérance de Tunis, le Zamalek d'Égypte et le club sénégalais de Tanguet. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, 2e tour préliminaire, l'entente de Sétif sera confrontée à l'Ashanti Kotoko du Ghana. La GS Kabylie, elle, aura en face le stade malien. Football toujours et suite de la 7e journée de Ligue 1 à l'affiche. Aujourd'hui, le derby des Hauts Plateaux à 14h30 entre le leader, l'Entente de Sétif et le Shabab de Bodj Bouarerij. Autre match, l'USM Bel Abbas reçoit le NC Nagra à 15h, l'Olympique Médéa le Wydad de Tlemcen et le RC Relizane sera aux prises avec l'US Biskra à partir de 14h30. On passe aux résultats. 3 matchs avancés de la 7e journée de Ligue 1 ont été joués hier. Le Nasr Hossindey a signé sa première victoire de la saison en battant à domicile l'Azochlef 1-0. L'AS Ain Lila est parvenu à surprendre en déplacement le CS Constantine grâce à une seule réalisation dans le temps additionnel. Et la GSM Skikda a battu la JS Saoura avec 1-0. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.